Et qu'on va reprendre avec une nouvelle table ronde. Le sujet, on a joint municipalité, démocratie puis acceptabilité sociale. Donc, on va avoir 5 intervenants qui vont nous amener tous sous différents angles. Et puis après, il va y avoir encore une période d'1 heure de questions, d'échanges avec nos panélistes. Donc, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas eu la chance tout à l'heure là, de prendre la parole, de revenir avec vos questions. Donc, on m'a suggéré de commencer avec Rachel en premier. 2 fois, la suggestion est arrivée, donc c'est Rachel qui commence, Rachel Fandman. Puis, vous pourrez vous présenter à tour de rôle, là, les prochains. Il va y avoir Lucie, Jean-Pierre qui va reprendre la parole, Richard Langelier, puis Jean-François Blain. Alors, à toi, Rachel. Le micro fonctionne? OK, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Plus proche encore? OK, c'est bon. Est-ce que tu veux que je me présente, Jenny, aussi, ou pas besoin? OK. Ah, OK, bon. Ben, je suis Rachel Fallman. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de courage et volonté politique. Je suis conseillère municipale, donc j'enseigne un petit peu sur le sujet depuis quelques années. Je suis là-dedans tous les jours. Euh, et si j'ai compris une chose dans la vie, surtout la vie politique, c'est la chose suivante. Quand on veut, on peut. Et quand on voit aller le gouvernement actuel, on voit que la volonté est à la privatisation et à la destruction du bien commun. On peut penser au projet de loi 69. On peut aussi penser au projet de loi 81 qui va enlever des embûches bureaucratiques pour, comme des évaluations environnementales à différents projets. On peut penser même au projet de loi 97 qui va aller détruire les forêts. Puis c'est même au fédéral, il y a le projet de loi C5. On veut accélérer des projets dits d'intérêt national, mais qu'on sait très bien vont servir tout sauf l'intérêt collectif. Donc, face à tout ça, le risque de se décourager, de vouloir se cacher ou plier bagage est bien réel. J'ai plusieurs collègues qui ont même fait ça aussi, mais il y en a plusieurs qui lâchent pas, qui sont encore ici, qui sont encore debout, moi incluse, puis on lâche pas. Euh, mais comme vous pouvez peut-être le constater, je demeure très positive. J'ai encore le sourire au visage parce que je sais que quand on veut, on peut. Puis moi, je veux, puis je sais qu'on peut, on va y arriver. On peut changer les choses, on peut repenser l'éolien. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Mais tout ça, ça prend du courage parce qu'on se le cachera pas. On fait face à une très grosse et puissante machine. Mais le courage, vous l'avez déjà. Vous êtes ici aujourd'hui. Ça a pris du courage, même si vous n'avez pas l'impression que ça a pris du courage, ça en a pris. Euh, Parce que vous avez eu la volonté de sortir de chez vous, de repenser l'éolien, de repenser ce développement qui est antidémocratique, insensé. On veut le changer, puis c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous avez aussi eu le courage d'aller poser des questions à des élus qui ne vous répondent pas mois après mois depuis, dans certains cas, des années. D'écrire des communiqués de presse, des lettres ouvertes, d'afficher vos pancartes, de parler à vos voisins. C'est toutes des actions qui peuvent sembler banales, mais qui, dans le contexte actuel, demandent beaucoup de courage. Je vais vous parler d'un exemple concret de volonté et de courage politique, soit l'exemple de vent d'élus, parce qu'on comprend que les commandes qui descendent du provincial et des lobbies, quand ils atterrissent dans nos conseils municipaux, le choix facile, c'est de ne rien dire, ne rien faire et de suivre et simplement dire oui. Parce que dire oui à ces projets, dans leur, comme ils nous le sont présentés présentement, on n'a rien besoin de justifier. On dit oui, on lève la main et ça passe. Mais dire non, comme dirait M. Langelier, c'est une autre paire de manches. Ça nous engage à beaucoup, à beaucoup. Donc, en 2023, quand j'ai entendu parler du projet éolien dans notre municipalité à Saint-Zéphirin, j'étais dans une rencontre à huis clos parce qu'on sait que souvent, tout est discuté en secret. Pas juste pour ces projets, mais surtout pour ces projets éoliens. Et moi, ma réaction spontanée, c'était non, ça se peut pas. On peut pas faire ça ici, pas sur des terres agricoles, ça n'a pas de sens. Mais mon maire et quelques autres conseillers étaient très favorables et avaient l'influence au sein du conseil.
Donc, moi, j'étais pas satisfaite de leur réponse, de leur réaction. Donc, je me suis dit, bon, je vais continuer mon approche de quand je veux, je peux. Donc, ça implique en fait un peu dans ce cas-ci il y avait une porte qui s'est fermée au sein de mon conseil à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut que je trouve une autre porte qui va s'ouvrir à quelque part. Donc, je me suis dit que j'irais plus haut. Donc, je me suis dirigée à la prochaine rencontre de ma MRC. C'était la première fois que je suis allée rencontrer les autres élus, les autres maires et mairesses. Et je peux vous dire que cette soirée-là, j'avais peur. J'avais pas encore autant de courage. J'avais le courage d'y aller. Je savais qu'il fallait que j'y aille, il fallait que je dise quelque chose, que je le fasse publiquement, mais j'avais peur. Et je me suis fait regarder de travers. Je me suis fait interrompre par plusieurs élus quand j'essayais de prendre la parole. Je me suis même fait dire, bien sûr, que j'étais atteinte du syndrome pas dans ma cour, que j'étais contre le progrès, finalement que j'étais contre tout. Puis c'est pour ça que j'étais présente cette soirée-là. Mais je savais qu'il fallait continuer, qu'il fallait dénoncer tout ça sur la place publique. Alors, j'ai fouillé dans les journaux, j'ai participé à toutes les rencontres que je pouvais. À chaque fois, j'allais au micro poser des questions, aussi dérangeantes puissent-elles être. Et belle surprise, finalement, je n'étais pas seule. Il y en avait d'autres qui partageaient la même préoccupation. Donc, de fil en aiguille, plusieurs élus et ex-élus ont manifesté leur position d'être contre ce développement. Et en fait, finalement, ça a donné du poids et de la visibilité à nos actions. Et ensemble, on a décidé de fonder Vent d'élus. Donc, depuis nos débuts, on a uni nos voix pour rédiger des lettres ouvertes, des mémoires, participer à des consultations. On est rendu à notre 7e BAP, ça va vite. Et aujourd'hui, j'ai entendu des rumeurs au sein de ma MRC qui disent on ne peut plus les ignorer, Vent d'élus. Donc, on est rendu là. On est très fiers de ça. Donc, on s'est finalement imposé dans le débat public. La lutte est bien sûr pas terminée, loin de cela, mais on est là, on est présent. Et ensemble, entre membres de Vendélu, puis maintenant on a aussi des membres citoyens, bien, on se donne le courage d'avancer et de faire preuve, merci Edith, de courage et de volonté politique. Parce que face à l'indifférence de la majorité, il faut s'armer de courage, de volonté et surtout de ténacité pour aller au bout de l'affaire. Donc, pour terminer, je vais vous lire une citation de Michel Tremblay, qui est le maire d'Hérouville et un nouveau membre de Vendélu, qui est confronté présentement au projet de Test Canada et qui témoigne de son courage et de sa volonté politique sans faille. Donc, voici ce que Michel Tremblay a dit. « Moi, je ne suis pas neutre. Je suis contre. Et je le dis publiquement, pas par esprit de confrontation, mais par respect pour ceux que je représente. Je ne signerai pas l'entente entre la MRC et TES. Aucune compensation financière ne justifie que l'on transforme un milieu de vie en zone industrielle. Je ne suis pas contre l'éolien. Je suis contre ce projet-là. 120 éoliennes de 220 mètres en milieu habité, sans cadre clair, sans véritable consultation. Je préfère être seul dans l'opposition que silencieux dans une erreur stratégique. Je préfère dire non aujourd'hui que dire je ne savais pas dans 5 ans. Je ne veux pas dire que dans 10 ans, je ne veux pas que dans 10 ans, un citoyen vienne me dire pourquoi tu n'as rien dit. Je resterai fidèle à ceux que je représente. Même si je suis minoritaire à la MRC, je suis majoritaire dans le cœur de mes citoyens. Donc, il ne faut pas oublier qu'au municipal, nous avons quand même beaucoup de pouvoir et nous pouvons agir comme bouclier entre les plans destructrices d'un gouvernement ou d'un promoteur et du bien commun. Donc, avec seulement un élu au conseil municipal qui se pose des questions, qui a du courage et de la volonté, on peut déranger pas mal. Et ça fait du bruit, ça attire de l'attention. C'est sûr que c'est pas le pouvoir de changer concrètement les choses, mais ça fait une différence, puis j'en suis la preuve. Mais une fois qu'on est 4 élus, donc là, je fais appel à tout le monde dans la salle qui n'est pas encore élu, avec seulement 4 élus qui sont courageux, courageuses et soucieux du bien commun, tout devient possible. Parce que là, on a la majorité au conseil. Ben, si on est dans une petite municipalité, puis on est 7 élus. Donc, je souhaite que les discussions et les liens que vous allez tisser aujourd'hui activeront le courage et la volonté politique qui existe dans chacun d'entre nous et que vous allez l'utiliser pour résister.
Et pourquoi pas suivre cet élan et vous présenter aux élections municipales? Parce que le 2 novembre, c'est dans 141 jours. Merci. On y va dans l'ordre du randonnion. Alors, écoutez, je m'appelle Lucie Sauvé. J'ai mené une carrière d'enseignement, de recherche dans le champ de l'éducation relative à l'environnement à l'UQAM. Je suis restée, bien sûr, active en recherche. Je suis une citoyenne engagée, mon Dieu, depuis les années 2000 dans différentes luttes citoyennes où j'ai beaucoup appris. Je m'intéresse à l'apprentissage incident, l'apprentissage dans l'action sociale. Et puis bon, depuis 2011, là, je coordonne le collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec. Alors, je voudrais commencer un peu mon échange avec vous en rappelant ces phrases liminaires qu'on trouve dans l'annonce de ce colloque. On a pu lire « Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des amoureux du territoire et nous proposons des solutions. C'est un rassemblement militant important pour s'allier en toute solidarité et forger notre argumentaire. » C'est magnifique. Alors, en fait, ces propos-là résument ce que je voudrais partager avec vous. Et je vais reprendre d'ailleurs beaucoup d'éléments qui ont déjà été partagés au fil du début de la journée. Alors oui, on a bien besoin de se retrouver ensemble, d'apprendre et d'agir ensemble. Et pour moi, c'était mon plaisir d'accepter cette invitation, d'une occasion de plus d'apprendre avec vous, de trouver l'élan, le souffle, pour poursuivre nos mobilisations. C'est sûr que la question du développement éolien nous confronte à une étrange situation de double contrainte. D'une part, c'est sûr, il faut décarboner notre consommation d'énergie. Puis à cet effet-là, l'énergie du vent est particulièrement abondante au Québec, doit faire partie d'un plan d'action. C'est un bien commun, un commun à valoriser de façon optimale, responsable. Mais d'autre part, le projet de développement éolien actuel s'inscrit dans une dynamique politique qui répond d'abord à une certaine vision du développement économique qui est surtout pas clarifiée ni collectivement discutée. Et puis par ailleurs, en raison de l'envergure des nouvelles installations, le projet éolien actuel, il faut le reconnaître, il reste à l'état de projet expérimental avec tous les risques que cela comporte en territoire habité. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment vouloir rassurer les citoyens? On est là bien loin de l'éolien à l'échelle communautaire qu'on pourrait privilégier, en fait, dans certains contextes. Alors, c'est pas étonnant que dans un tel contexte inédit, on se retrouve en situation de conflit. Alors, on comprend toute l'importance de l'engagement citoyen pour tenter de repenser collectivement un plan global de développement énergétique, de mise en valeur du potentiel éolien, tout en respectant, bien entendu, la spécificité des territoires, la santé globale, évidemment, et des environnements concernés. Alors, et l'importance d'une telle vigile citoyenne, on l'a bien comprise et depuis longtemps. On a une longue histoire de lutte, de mobilisation au Québec, une histoire de lutte féconde. Et c'est certainement pas la première fois que les citoyens doivent se mobiliser. On a une longue histoire de lutte pour sauvegarder le territoire, la santé collective, le bien commun. Et en particulier, en matière d'énergie, les luttes citoyennes ont largement contribué à l'abandon de filières problématiques.
l'abandon de la filière des centrales thermiques au gaz, par exemple, avec la bataille du Suroît 2002-2004. L'abandon de la filière nucléaire avec la fermeture de la centrale Gentilly 2 à Bécancour. Plus de 40 ans de lutte citoyenne. Ça s'est terminé en 2012. Alors, l'abandon du projet de harnachement de petites rivières pour y installer des petites centrales, dont la rivière Batiscan, la rivière Macpail. Et puis, bien entendu, là, toutes ces luttes qu'on a bien connues récemment contre le développement de la filière du gaz de schiste, des forages pétroliers, l'oléoduc, le port pétrolier à Cacouna, projet de GNL Québec, etc. Ces luttes citoyennes se sont échelonnées sur 12 ans, de 2010 à 2022, et elles ont finalement permis de sonner le glas du développement de l'industrie pétrolière au Québec. Alors, c'est grâce à l'admirable déploiement de l'énergie citoyenne à contre-courant d'imposantes alliances politico-économiques que le Québec a pu échapper à de tels projets invasifs, coûteux et aliénants. Toutes ces luttes-là, on a eu l'occasion de les examiner, de les raconter, de les analyser dans un ouvrage qu'on a publié avec mes collègues Joanne Béliveau, Denise Proulx, Marie Saint-Arnaud, Kim Marino, qui est ici, dans l'ouvrage qui s'intitule L'héritage des luttes environnementales au Québec et qui a été publié l'an dernier. Alors, c'est sûr que toutes les courageuses mobilisations n'ont pas eu les résultats escomptés au départ. Puis, il y a des problèmes qu'on pensait avoir réglés, puis qui ressurgissent là, avec la loi 69, les grands projets structurants au Canada. Mais il faut quand même se souvenir que toutes et chacune de ces mobilisations-là ont permis des avancées majeures dans notre société. L'émergence d'une éco-citoyenneté, en fait, vigilante, capable d'engagement, de plus en plus compétente, et on en a une preuve aujourd'hui. On se nourrit de cette énergie-là. Alors oui, on a beaucoup appris à travers ces luttes-là. On n'aura pas le temps de faire le tour des apprentissages, mais je vais quand même en évoquer quelques-uns. Oui, qui nous donnent envie de poursuivre. Alors, premièrement, dans le contexte de gouvernance politico-économique actuelle, où on a perdu confiance en nos décideurs et où il faut se battre pour la démocratie, eh bien, on se rend compte finalement que c'est à nous, citoyens, citoyennes, que revient la tâche très lourde d'exercer une vigile critique sur les décisions relatives aux affaires publiques, dont la préservation de nos milieux de vie. On apprend que si on ne le fait pas, mais personne va le faire. Les décideurs de nos États, qui sont porteurs d'une certaine vision du pouvoir de la société, prennent bien souvent des décisions relatives au développement sous la pression des lobbies qui achètent en toute légitimité leurs droits d'influence. Quand on parle d'environnement ici, c'est d'un environnement d'affaires qu'il s'agit, les affaires de qui et pour faire quoi. Alors, le gouvernement actuel piétine les lois, les règlements en place, comme on l'a vu dans le cas de Nordvolt, de Stablex. Ils ont le droit de modifier les règles d'évaluation des projets, d'autoriser certains projets avec l'alibi de la lutte contre le changement climatique et l'argument de la menace et de l'urgence économique. Puis quand ça tarde trop, ben, on brandit la loi Bayon, comme on l'a vu tout récemment. Alors, dans ce contexte-là, on apprend que c'est à nous, citoyens et citoyennes, d'assumer le vaste chantier de préservation de l'intégrité de nos milieux de vie. On comprend que c'est à nous, la société civile, que revient le fardeau de la preuve et de l'autodéfense. C'est à nous d'enquêter, de lutter contre, de lutter pour autre chose, à contre-courant, à bout de souffle et sans ressources financières. Et globalement, en fait, l'une des fonctions de toutes ces mobilisations-là, c'est de suppléer au biais, à l'inaction ou à l'incompétence gouvernementale en matière d'environnement. Il faut aussi tenter de combler les failles de la démocratie. En fait, l'engagement citoyen supplée au déficit démocratique.
fondamentalement, qu'elles parviennent ou non à résoudre les problèmes. On apprend que les mobilisations citoyennes ont une fonction de développement social et ça a été évoqué tout à l'heure par Robert Laplante et Bruno. Alors, dans chacune et dans l'ensemble de ces mobilisations-là, on apprend le sens fondamental du mot politique. Politique, ça veut dire s'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous et toutes. S'occuper de ce qui nous est commun, du commun. Et le vent et l'énergie, c'est un commun par excellence. On apprend que la vraie politique, c'est une affaire collective et elle se joue ici, maintenant, entre nous, dans nos réunions de cuisine, comme dans les rencontres, les manifestations collectives, dans ce colloque. On apprend à se réapproprier la chose publique, à occuper l'espace politique qui nous revient. On apprend à saisir les limites de la démocratie par procuration. On ne peut pas faire reposer la démocratie sur la seule intervention des élus. On apprend à revendiquer une réelle démocratie participative, à exercer une démocratie active. Alors, on apprend à poser des questions, à exiger des réponses valides. On comprend l'importance du principe de précaution, la prise en compte du consentement libre, préalable, éclairé. On apprend à faire la différence, on l'a dit tout à l'heure, entre de réelles consultations publiques et d'habiles exercices de relations publiques. On se méfie de l'usage racoleur des mots comme consultation, dialogue, approche communautaire, dynamique collective. On se souvient que ce même vocabulaire était adopté par les promoteurs de la filière du gaz de schiste, entre autres. Alors, et puis on apprend les vertus du pas dans ma cour. Hein? Beaucoup de luttes citoyennes ont émergé au creux d'un territoire. Et on apprend que le pas dans ma cour, ça n'est pas un vilain défaut. C'est un argument légitime. On se rend compte que ma cour, c'est aussi celle du voisin, du quartier, du village, de la ville, de la région, à la limite de tous les territoires occupés du monde. Par une industrie ou une pratique invasive, on se rend compte aussi de l'impact cumulatif à long terme des projets invasifs, de l'effet d'engrenage de ces choix-là. Dans les discours des citoyens mobilisés, on observe une montée en généralité des cas locaux vers les espaces publics élargis à l'échelle municipale, régionale, nationale, voire internationale. Les enjeux sont alors délocalisés et ils s'inscrivent dans une dynamique plus globale. Et puis, au cœur de l'action, on apprend à apprendre ensemble vite. Hein, on en a parlé aussi. Tout le savoir nécessaire n'est pas là a priori. Il faut le construire. On a besoin d'être à plusieurs pour partager nos savoirs, nos expertises. On apprend à s'informer, à consulter, à douter, à débattre, à faire enquête. Alors, l'information juste, c'est le nerf de la guerre. Hein. Alors, bon, je vais aller vite parce que j'ai terminé. On apprend aussi à mieux connaître son village, sa ville, sa région. On apprend à mieux l'aimer, à rêver ensemble. On apprend à mieux se connaître entre nous au sein du territoire. On développe une identité territoriale. On apprend l'engagement collectif qui permet de créer du lien et d'apprendre ensemble. On apprend la solidarité à l'échelle locale, régionale, nationale. Ensemble, on développe un pouvoir-faire, un sentiment d'efficacité collective qui est à la fois un résultat et un moteur d'engagement. Puis on le dit aussi, il suffit pas de dénoncer, de résister, il faut aussi proposer. Alors on apprend aussi à créer ensemble un projet d'avenir, à proposer une alternative. On apprend finalement tous les enjeux liés au travail collectif. On apprend à reconnaître la fatigue militante, comme l'observait Martine Ouellette. On apprend que tout ça n'est pas facile sur le long terme. On apprend à pas se décourager, à passer le flambeau. On apprend à prendre soin les uns des autres. Et puis, on se nourrit des victoires. On se donne un souffle ensemble au-delà des luttes spécifiques. Et je voudrais quand même citer ces paroles d'un protagoniste de la mobilisation 6600 là, dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, dans la bande dessinée là, qu'ils ont produite pour raconter cette mobilisation-là. C'est Joris Maillochon qui dit « Même si on perd concrètement,
on a gagné une communauté politique, on a créé des alliances qui, dans tous les cas, vont nous permettre de réaliser d'autres projets et de mener d'autres luttes. Alors, un jour, on pourra faire le bilan des mobilisations citoyennes autour des projets éoliens en territoire habité et en territoire vulnérable. Bon, il y a des avancées quand même vers l'idée d'un BAP, hein, le dernier rapport du BAP sur le projet éolien dans la région de Mégantic a quand même énoncé, recommandé l'importance d'une telle étude globale. Alors voilà, c'est tellement trop lent, mais ça en aura valu la peine. Alors en ce moment où s'intensifie l'élan de transition énergétique au Québec, on a bien besoin de cette vigilance-là, comme un souffle dans les pales des projets éoliens pour mieux en orienter le développement. Alors, je vais conclure en observant que la mobilisation citoyenne, elle est en elle-même un incontournable gisement d'énergie renouvelable pour assurer la pertinence et le caractère équitable des projets collectifs. Voilà, merci. Possible de passer mon collègue en premier. Il faudrait que je m'absente une couple de minutes. Alors, je vais essayer de répondre à la question qui a été soulevée ce matin. Pourquoi nos élus locaux ne nous écoutent-ils pas? Pourquoi est-ce qu'ils en sont rendus là, dans l'antidémocratie? Pourquoi ils sont rendus là à ne pas examiner convenablement les projets qui leur sont soumis? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'actuellement, nos élus sont subjugués par la possibilité d'avoir des sous avec la question des éoliennes. Mais pourquoi ils en sont rendus là? Alors, la question qui a été posée, qu'on ne pourra pas véritablement aborder surtout avec ce qu'on vient de nous dire, c'est la question de la fiscalité municipale, qui est totalement désuète, totalement dépassée. Écoutez, moi, je peux avoir 100 millions de dollars, puis si ma maison vaut 100 000 dollars, ben, je paye un impôt foncier sur 100 000 dollars. Thomas Piketty, le grand économiste français, a montré comment ça serait ultra facile d'avoir une répartition plus équitable de la richesse entre le fédéral, le provincial et le local, mais je ne pourrais pas entrer là-dedans. Ce que je peux vous dire, donc, Recording in progress. comment on peut expliquer le fait que nos élus ne nous écoutent plus? Ben, il y a, à mon avis, un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, le besoin financier. Mais deuxièmement, j'ai réessayé récemment, j'ai relu entièrement les lois en matière municipale, le code, la loi sur les cités et villes, et ce qui m'a véritablement frappé, c'est le fait que nos élus sont de plus en plus des investisseurs. On veut faire de nos municipalités des partenaires du développement économique. Ça, c'est très, 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 très clair. Et ça, évidemment, ça suppose que le cœur de nos élus va battre davantage au rythme de Wall Street qu'au rythme de l'intérêt collectif des citoyens dans nos patelins. Alors, il y a donc ce premier élément-là, un cadre juridique qui favorise nettement l'implication économique des municipalités. Deuxième élément, c'est que dans les lois municipales, nous, on favorise une démocratie participative, mais c'est absolument pas ça qu'on retrouve dans le code municipal. C'est la démocratie élective classique, bourgeoise, libérale, qualifiez-la comme vous voudrez, mais c'est celle qui dit « je suis élu, je prends les décisions, si vous n'êtes pas content, dans 4 ans, vous me débarquerez ». Ça, c'est effectivement un autre des éléments qui fait en sorte là, que dans nos municipalités, on n'a pas la place, les citoyens n'ont pas de place
véritablement par rapport à la démocratie municipale. On a vu dans plusieurs municipalités des citoyens signer des pétitions majoritaires, puis les élus prennent la pétition et la mettent de côté. On a reçu une pétition. C'est à peu près de cette manière-là qu'ils traitent ça. Alors, donc, ça, c'est l'autre élément. On a un cadre législatif qui vraiment permet ce genre de situation-là qu'on vit actuellement. Alors, donc, une législation qui est vraiment pas appropriée par rapport à nos ambitions qu'on a. L'autre élément dont il faut tenir compte absolument, c'est l'orientation gouvernementale. Parce qu'après tout, par son principe de cohérence qui domine dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ben, le gouvernement d'en haut est capable d'imposer sa volonté jusqu'à la municipalité locale en bas. Et si la municipalité locale ne veut pas céder, ben, la MRC va le faire à sa place et va pousser l'outrage jusqu'à lui envoyer la facture de ça. Donc, il y a une règle de cohérence qui permet au gouvernement d'imposer, par le biais d'éléments administratifs, ses conceptions, même si ça va carrément à l'encontre de la loi. Bon, vous donner juste un exemple très simple. La loi sur l'aménagement dit il faut que la MRC tienne compte du paysage. Mais qui tient compte du paysage? C'est l'entrepreneur qui décide où on va mettre les éoliennes. Puis comment on peut concevoir que ça n'a pas d'impact 44 monstres mécaniques de 200 mètres dans un territoire municipal? C'est la négation complètement des obligations que la loi impose, mais que le gouvernement, par le biais des OGAT, réussit à imposer. Donc, ça, c'est l'autre élément. C'est donc l'orientation gouvernementale. Sans changer le gouvernement, on ne pourra pas faire face à ça. Il y a évidemment d'autres éléments. Là, parlons maintenant de nos unions municipales. Les unions municipales sont devenues des protagonistes du développement éolien. Ils ne voient pas clair. Et essentiellement, on a même vu le président de l'UMQ lors de la COP, d'une COP récente, intervenir en disant ben, le gouvernement devrait non pas faire de la publicité par Hydro-Québec, devrait nous donner ça à nous, parce que nous, avec les entreprises privées, on va être capable de faire le développement. Donc, les unions municipales, et là, les unions municipales, y interviennent de diverses manières. Parce que quand le gouvernement a adopté le projet de loi 57 qui criminalise les simples algarades avec des élus, ben, on a donné à chacune des unions municipales un montant d'1 million de dollars pour permettre que les municipalités locales, sous prétexte de lutte contre les incivilités, s'en servent véritablement comme un bâillon. Alors, on en a un exemple récent. Vous pourrez demander à Gaston Rivard, qui est ici avec nous aujourd'hui. Ben, lui, parce qu'il voulait poser des questions auxquelles la municipalité ne répondait pas, ben, on l'a menacé de lui imposer une amende. Mieux encore, on est allé le reconduire à l'extérieur de la salle. Alors, ce genre de situation-là se multiplie. Il y a beaucoup de militants, militantes qui récemment ont reçu des mises en demeure, supposément de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Donc, il y a donc, au niveau des unions municipales, on finance les municipalités locales qui veulent poursuivre leurs citoyens récalcitrants. Alors ça, c'est un autre élément qui rentre en ligne de compte. Donc, il y a vraiment un ensemble de phénomènes qui se conjuguent. Et un autre de ces phénomènes-là, c'est le caractère de classe des élus. Il ne faudrait pas croire là, que les élus locaux, c'est qui est là? Qui est-ce qui siège véritablement dans nos municipalités locales? Souvent de très gros producteurs agricoles, de très gros hommes d'affaires. Alors, il y a un caractère évident que ces gens-là sont préoccupés de façon très importante par les relations économiques, le pouvoir économique. C'est ce qui fait que, par exemple, dans toute la question éolienne,
on a vu un grand nombre d'élus qui ont signé avec des promoteurs, si bien que dans Arthabasca, dans une municipalité, 4 sur 6 avaient signé. On a vu la même situation se reproduire dans Nicolette-Yamaska et un peu partout, on a des élus qui ont signé. Alors, ce sont la combinaison de l'ensemble de ces facteurs-là. Il y a aussi le fait que plusieurs d'entre eux, là, ils sont là depuis 25 ans. Pourrais-tu qu'on pourrait remplacer cette façon de voir qui est une façon désuète, complètement dépassée, puis remplacer ça par une démocratie véritablement active? Parce qu'aucun des élus actuellement en poste n'a été élu avec la promesse qu'il allait transformer nos villages en enfer à cause des éoliennes. Il n'y a pas de mandat. Ils n'ont pas de mandat. Et de croire que la légitimité démocratique repose entièrement dans les mains des élus, c'est faux. C'est une vision obsolète de la réalité. On ne peut pas faire du développement à l'encontre des citoyens d'un territoire donné. C'est pas possible, ça. Et le dernier élément sur lequel je veux très, très brièvement vous parler, c'est la question de l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, là, si vous voulez mon avis, c'est un hochet qui est utilisé par les entrepreneurs pour essayer de nous imposer leur vision. L'acceptabilité sociale en droit, on dit que c'est un concept ouvert, ouvert à l'interprétation contradictoire des acteurs sociaux. C'est ça la réalité. Ce qui est acceptable pour un citoyen, l'est-il pour un promoteur et vice-versa? On peut se poser des questions là-dessus. Donc, il faut faire attention à tout ce concept-là, qui est un concept très évanescent et qui permet les pires dérives. Merci beaucoup. Jean-François peut y aller avant aussi, c'est pas grave. Non, si j'y vais avant, je prends ton temps, là. Ouais, ben là, faut que tu traînes ton temps. Pour régler la situation, ce que je propose, c'est qu'on prenne une pause plus courte tantôt, pour que tout le monde ait le temps de parler. Ah oui. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps. T'as déjà pris ta pause. Ouais, ouais, s'il te plaît. Puis là, il va falloir que je mette entre les deux. Là, je m'en achète une autre paire. Merci, Bruno. Ouais. Oh, oui, oui, oui. Je peux pas lire. Ah. Je peux lire, pas C'est à mort. Bon, ben bonjour, là, c'est quelqu'un du CQDE, du Centre québécois du droit de l'environnement, qui devait venir vous parler du PL 81, mais comme je venais ici, puis comme j'ai déposé aussi un mémoire dans cette commission parlementaire-là avec le ROE, puis j'ai signé une lettre ouverte aussi avec la directrice du CQDE dénonçant le PL 81, je peux vous en parler brièvement. C'est-tu l'autre bord? Non, pourtant ça marchait. Ah, non. Oups là. OK. Le projet de loi 81, là, c'est un projet de loi omnibus. Là, il n'y a pas de titre sexy autrement que ça. Là. De loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement. Moi, j'ai rebaptisé le projet de loi sur la nord-voltisation des processus d'évaluation environnementale. Ah, c'est gentil, merci. Et donc, finalement, donc c'est ça, là, ça vise à amener des modifications de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Le pouvoir accordé au gouvernement renferme une discrétion excessivement large, tant qu'à nous, là, à l'égard de l'évaluation de ce qui participe à l'atteinte des cibles climatiques ou des objectifs de transition énergétique et de l'interprétation de la notion d'intérêt public. Je devais avoir un autre slide avant ça, non? En tout cas. Finalement, c'est ça. Le projet de loi 81, finalement, il dit que si il y a un projet qui est d'intérêt national, là, qui favorise la transition énergétique, on peut autoriser des travaux préalables. Le gouvernement peut autoriser des travaux préalables, c'est ça, dans la mesure où ça contribue à la transition énergétique.
Donc, l'article 88 du PL 81 qui a été adopté là, le 27 mai dernier, pas longtemps, le mardi, il y a une couple de semaines. Donc, c'est ça, fait entorse au mécanisme d'évaluation environnementale afin d'accélérer la réalisation de certains projets énergétiques. La condition centrale prévue à cet article est l'avis du gouvernement selon lequel l'autorisation de travaux préalables, sans appliquer la PEEIE, la procédure d'évaluation environnementale, est justifiée par l'intérêt public. Donc, nous, on a écrit une lettre ouverte là, qui s'intitulait justement La transition à le dos large. Comme vous pouvez voir, puis aussi, moi, j'avais fait une lettre ouverte, entre autres, qui dénonçait que le PL 69, c'est une vaste opération d'éco-blanchiment, sous prétexte d'une transition énergétique. Le gouvernement veut faire ce qu'il appelle la croissance verte. C'est encore le vieux modèle, le trickle-down theory là, pour les économistes. C'est-à-dire que en donnant de l'argent aux grosses entreprises privées, ben, il va y avoir des miettes qui vont tomber, puis que les gens vont pouvoir ramasser, puis ça va créer des bonnes jobs payantes qui vont payer des impôts, puis etc., etc. Donc, donc c'est ça. Et comme on a pu voir à date, l'attribution, depuis l'adoption du projet de loi 2 du gouvernement du Québec avec Fitzgibbon, qui ramenait à 5 mégawatts, là, de 50 à 5 mégawatts, l'autorisation des projets, c'est ça, des demandes de blocs d'énergie, ben, il n'y en a aucun qui est allé à la décarbonation. Ils sont tous allés à l'industrialisation, ce que le Parti libéral a repris en disant ben, c'est allé à des compagnies étrangères plutôt qu'à des compagnies locales. On voit que les libéraux ne sont pas encore complètement vendus à l'idée de la décarbonation. Donc, nous, on a dénoncé ça, que finalement, c'est un cheval de Troie là, depuis le début, autant avec le PL 69 qu'avec le projet de loi 81. On a juste à dire que ça contribue à la transition énergétique. Ben, finalement, on peut l'approuver. Donc, à la limite, même le projet de Test Canada, ben, le gouvernement pourrait autoriser des travaux préalables sous prétexte que ça contribuerait à la transition énergétique. Et on est loin d'être certain que ça contribue à la transition énergétique. D'ailleurs, dans l'analyse d'impact réglementaire du PL 81, je l'avais renoté, puis c'est pour ça, entre autres, que j'ai intervenu surtout dans ce dossier-là, c'est que le gouvernement prévoit là-dedans que d'ici 2030, il va y avoir un petit peu moins que 30 000 tonnes d'hydrogène qui va être utilisé dans le camionnage de transport là, de marchandises lourdes. Et comme je l'ai annoncé au ministre, ben, non seulement ça n'existe pas, ces camions-là encore, mais le dernier qui pouvait, Nicolas, en faire, ben, il vient de faire faillite. Donc, c'est pas d'avance. Donc, c'est un prétexte, c'est un gros prétexte finalement qui fonctionne pas. Puis là, bon, les autres 2 tiers, ben, vous savez que c'est supposé aller à Énergir, puis que, bon, ça coûte 3 bras, 4 jambes, puis que déjà, ils sont pas capables de vendre le GNR qu'ils sont obligés d'injecter en ce moment. Donc, finalement, c'est ça. C'est ce qui me fait dire, moi, que ça pourrait être en grande partie réservé à l'exportation plutôt que... Parce qu'il n'y a pas besoin de port méthanier ou autre là, pour exporter l'hydrogène d'ici. Là. Ça se mélange avec du carbone organique. Tu mets ça dans le tuyau, tu payes le transport jusqu'à Boston, puis c'est ça, tu envoies ça à Outre-mer où ça coûte, où le gaz naturel vaut 10 fois ce qu'il vaut ici en ce moment. Bon. La concentration des pouvoirs, là, je vais essayer d'aller plus vite, induite par le PL 81 au ministre de l'Environnement est préoccupante, dans la mesure où la transition énergétique risque de servir de prétexte au gouvernement pour favoriser l'industrialisation au détriment de la décarbonation de l'économie. C'est la même affaire que le PGIR aussi. Le PL 69 n'avait pas besoin d'un PGIR pour être adopté. Le PGIR, ça peut se faire sans projet de loi. Là, c'est un peu un cheval de Troie aussi. Là, c'est la même maudite affaire. On met la charrue devant les bœufs, on détermine... on a un problème qui cherche une solution. On a une solution qui cherche un problème, puis justement, ben, on l'a trouvé. Donc, le PL2, comme je disais aussi, le projet de loi 2, là, qui limitait à 3 les tarifs, puis qui réduisait à 5 mégawatts l'octroi par Hydro-Québec de puissance en bas de 5 mégawatts, ben, finalement, c'est ça. Ça concentre aussi les pouvoirs au ministre de l'Énergie sur l'octroi des blocs de puissance dont aucun n'a été accordé à la décarbonation à ce jour. Donc, le projet de loi 81, il y a une tendance aussi, c'est ma dernière slide, il y a une tendance à adopter les réglementations similaires
au Canada. D'ailleurs, en Colombie-Britannique, je dirais même que c'est pire que le PL 81. Eux, c'est pas une autorisation préalable et tout ça. Là, on enlève l'autorisation environnementale, mais on n'a plus de besoin quand c'est des projets dignes d'intérêt de transition énergétique. Et by the way, eux autres, ils prévoient des centres des usines de liquéfaction de gaz dédiées à l'exportation qui demanderaient 1000 mégawatts. C'est un peu comme notre GNL Québec qu'on avait à un moment donné, mais fois deux. Et maintenant, avec le projet de loi C5, là, dont d'autres panélistes auxquels on fait référence, ben ça, c'est la même affaire finalement. Là. Donc, pourquoi il ne faut pas gaspiller une bonne crise? C'est une opportunité justement de parler de croissance verte et de fabriquer des bebelles qui vont supposément contribuer à la décarbonation à gauche, à droite, tandis qu'on n'a même pas de plan de décarbonation. Sur ce, ben, j'ai terminé. Merci. Est-ce qu'il me reste 48 secondes comme Arun Boissy en commission parlementaire? C'est déjà fait. Alors, je vais vous faire une présentation non conventionnelle, improvisée et totalement rédigée dans les derniers 45 minutes de l'avant-midi parce que je m'étais dit d'avance, j'interpelle un public averti, un public déjà sensibilisé, un public qui partage à peu près les mêmes valeurs, qui a à peu près la même compréhension des enjeux. Donc, il faut que je les amène ailleurs, de gré ou de force. Alors, mes réflexions vont se présenter en vrac, mais pas de façon complètement désorganisée, tout de même comme un peu comme un éboulis structuré. OK? D'abord, le thème du colloque, repenser le développement éolien au Québec. Tout de suite, ça m'a inspiré le titre de ma présentation, Mauvaise question. Parce que si on se posait les vraies questions par rapport, s'il s'agissait vraiment du développement éolien au Québec, puis qu'on se posait les vraies questions par rapport à un éventuel développement éolien qui pourrait être utile et souhaitable, bien, on se poserait les vraies questions comme où sont nos meilleurs gisements éoliens? Vous avez des exemples régionaux affichés là-bas au tableau. Est-ce que ces gisements-là sont à proximité de lignes de transport existantes? Est-ce qu'ils sont assez proches de lignes de transport existantes pour que les coûts de raccordement soient raisonnables? Est-ce qu'il reste de la capacité de transport sur ces lignes-là qui est inutilisée? Est-ce que les distances à parcourir pour livrer les équipements, les assembler, puis monter les tours sont trop grandes, puis viennent ravaler toute la rentabilité espérée? Quels sont les marchés de destination? Est-ce que c'est dans des régions habitées? Est-ce que c'est dans des régions agricoles? À l'évidence, ce qui se passe devant nous aujourd'hui évacue systématiquement toutes ces questions de base-là, qui sont des questions techniques et d'intérêt commun qu'il faut se poser. Alors, ce développement éolien-là, à l'évidence, il n'y a rien à voir avec une démarche structurée, conséquente et bénéfique pour la collectivité. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous, en fait? Ben, dans les termes les plus généraux, puis je pense que les propos de plusieurs des panélistes qui ont précédé le reflètent bien, puis je ne les reprendrai pas. C'est une vaste opération des secteurs, des domaines financiers et d'affaires, une vaste opération de main basse sur tout ce qui échappe aujourd'hui au contrôle du secteur privé, en particulier ce qui relève de l'intérêt, la propriété ou le contrôle public dans des secteurs stratégiques et vitaux comme l'énergie particulièrement. C'est de ça dont il s'agit. Et comment veulent-ils assurer, faire main basse, en fait, reprendre un contrôle privé et complet sur ça? Bien, essentiellement, il s'agit d'assurer la prépondérance des ambitions financières. Donc, de mettre ce secteur économique-là au même titre que n'importe quel autre, au service de la fructification, de la concentration, de l'appropriation du capital, et non pas l'inverse. Non pas comme aurait dit Jacques Parizeau, par exemple, le capital ou l'économie, ça peut être un très bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Aujourd'hui, on veut nous l'imposer comme un maître. Alors, pour supporter cette démarche-là, il y a une mise en scène à faire d'abord. Alors, on évoque
la nécessité urgente d'une transition énergétique, on en convient tous, sauf qu'en réalité, on se rend bien compte que c'est un prétexte, puis que la démarche politique qui est déployée, ça n'a rien à voir avec la transition énergétique. Il n'y a pas de dispositif qui soit garant même d'un début de réduction de notre consommation de pétrole et de gaz au Québec. Il n'y en a pas. Et puis, il y a une pénurie d'électricité catastrophique devant nous. Bien sûr, quand on fait des prévisions de croissance astronomiques qui ne se concrétiseront pas, puis qu'on compare ces besoins allégués là à ce dont on dispose, bien, ça se traduit par une pénurie honnête. Mais en réalité, il n'y en a pas de pénurie. Martine avait raison aussi là-dessus. Alors, j'en arrive au cœur de ma réflexion qui déboule un peu quand même de façon organisée, ça ne paraît pas. Je pense que la bonne question qui a été posée aujourd'hui, c'est il va falloir exercer le pouvoir citoyen. La question suivante, c'est comment? Comment sortir de notre cercle restreint de citoyens avisés pour mobiliser, pour créer un effet d'entraînement? C'est ça la question suivante. Alors, on arrive aux choses sérieuses. Il faut être conscient dans nos interpellations, dans nos démarches, dans nos discussions, à la fois de la nature du contenu qui est devant nous, hein, le fond des choses, mais aussi la représentation des choses, le récit qui nous est proposé. Il a été mentionné plus tôt que, je ne sais plus qui, je pense que c'était une de nos présentatrices, là, dans le cadre d'une réunion familiale, elle constatait la déplorable niveau de méconnaissance des enjeux dans sa parenté. Probablement que la plupart d'entre vous faites les mêmes constats. C'est pas le résultat d'une négligence ou mais peut-être d'une forme de paresse qui s'est installée au fil des ans, au fil des décennies récentes, avec la multiplication, l'accélération de l'information, la facilité d'accéder à des moyens, finalement, qui nous ont non seulement abrutis, mais désappris à utiliser nos propres capacités de recherche, nos propres capacités de réflexion et d'élaboration de la pensée. Le contenu, ben, c'est une certaine vision du développement. C'est la vision de qui? C'est la vision des milieux financiers, des milieux d'affaires qui veulent tout mettre, les ressources disponibles, l'environnement, la société elle-même, au service de la fructification du capital. C'est ça qu'on a devant nous. Et aussi, qui a largement contribué à la méconnaissance des enjeux, la déplorable façon dont nos grands médias n'ont pas joué leur rôle face à ce dossier-là majeur. Probablement un des dossiers les plus déterminants pour l'avenir collectif et pour l'avenir financier, pas juste financier, pas juste l'avenir financier du Québec, aussi la cohésion sociale et démocratique. C'est ça qui est aussi en jeu. On a mentionné aussi, toujours inspiré de discussions familiales, l'espèce de diversion psychologique et de rabattement sur l'intérêt individuel, incarné dans l'exemple qui était cité par l'obsession de quelques clients pourvus de clients d'Hydro-Québec parmi nous, là, ou n'importe où au Québec, probablement mieux nantis que la moyenne, disposant de domotique ou de moyens de contrôle de leur consommation plus élaborés que la moyenne des ménages, et qui misent à fond de train sur les bénéfices maximums qu'ils peuvent obtenir en participant à ILO, hein, le programme d'économie d'énergie, très généreusement, beaucoup trop généreusement rémunéré par Hydro-Québec, aux frais de tous les autres qui ne peuvent pas en profiter en passant. Eh bien, ça, ce n'est pas par hasard que ça se produit. C'est parce qu'au cœur de la démarche là, qui consiste à assurer la prépondérance des ambitions financières, il ne s'agit pas juste des ambitions financières du grand capital, du milieu des affaires ou des milieux financiers. Il s'agit de faire assurer la prépondérance de notre réflexe, notre propre réflexe individuel d'avidité et nos ambitions. Je dis nous, là, parce que je ne veux pas nous exclure, mais c'est tout le monde et n'importe qui. Et c'est ça le contexte. C'est ça le contexte social. C'est l'exacerbation des ambitions individuelles au détriment du bien commun, au détriment de notre devenir collectif. C'est ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la toile de fond derrière les enjeux du secteur électrique et énergétique. Alors,
en attisant au maximum ces ambitions financières-là, tant au niveau individuel qu'au niveau des institutions financières, le résultat certain, c'est qu'on va écraser, littéralement pulvériser, les deux autres ordres de préoccupation dont on doit tenir compte quand on fait des arbitrages publics, c'est-à-dire l'environnement et la société. L'environnement comment? Ben, on va non seulement raccourcir, on va télescoper, pour ne pas dire précipiter ou même éliminer les trop longs et trop coûteux et trop encombrants processus d'évaluation environnementale. Et pour ce qui est de la question de l'acceptabilité sociale, ben, on va la régler une fois pour toutes. On va la réduire au seul consentement des communautés locales qu'on va désigner a priori comme des partenaires financiers et les bénéficiaires de l'exploitation conjointe, hein, à travers des intérêts particuliers. L'appropriation, le morcellement du bénéfice ou de la propriété commune par nos propres institutions de proximité avec la complicité de nos conseils municipaux. Et on va l'acheter, cette acceptabilité sociale-là, réduite à la seule notion de consentement des communautés locales, monnayées une après l'autre. C'est ça qui est demandé. Donc, attiser l'intérêt individuel contre l'intérêt commun. Après ces réflexions sommaires-là sur la nature du contenu et le récit, la fausse représentation qu'on nous sert à satiété, vu que l'information et sa diffusion s'accélèrent et raccourcit notre pensée et réduit à bien peu de choses notre sens critique, ben, il faut se poser la question, quelles sont celles parmi nos institutions collectives dont on s'est doté depuis plus d'un demi-siècle qui sont les plus perverties, les plus mises à contribution pour achever ce projet de main basse du pouvoir privé, du pouvoir financier sur nos acquis collectifs? Ben, c'est nos plus grandes institutions. C'est Hydro-Québec elle-même qui a servi de cheval de Troie de façon planifiée pour réintroduire la participation du secteur privé dans la production d'électricité au Québec et maintenant dans le transport et même la distribution. C'est un conseil d'administration Hydro-Québec qui est nommé par le pouvoir exécutif, soit dit en passant. Hein. Il y a quelques années encore, on disait même les conseils d'administration de nos CLSC. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui est capable de me nommer la présidente ou le président du conseil d'administration d'Hydro-Québec aujourd'hui? Levez la main. Merci. Zéro représentativité, même moi, comme analyste du secteur de l'énergie, il faut que je vérifie. Zéro représentativité, zéro imputabilité, zéro devoir de reddition de comptes. Le conseil d'administration de notre plus grande société d'État. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas suffisant d'écraser le sens de la mission originale de notre société d'État de services publics, qui a été travestie en société commerciale de services énergétiques. On va aussi scraper l'héritage de Jacques Parizeau en le détournant de sa finalité. Parce qu'en plus d'Hydro-Québec, c'est notre bas de laine collectif, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui va être mise à contribution, qui l'est déjà, à lever avec son pouvoir d'emprunt des prêts de centaines de millions de dollars par semestre. Pourquoi? Pour offrir d'avance les capitaux qui seront requis par les différents partenaires financiers à venir, des nouveaux co-actionnariats, donc des municipalités, des MRC, des communautés autochtones, qui évidemment n'ont ni l'une ni l'autre, aucune d'entre elles, ni la capacité financière, ni l'expertise technique, ni la capacité administrative ou d'encadrement, ni pour l'exploitation, ni pour la propriété des parcs. Alors pourquoi on achète leur participation financière avec nos leviers collectifs? Bien, pour écraser l'enjeu de l'acceptabilité sociale et se permettre de ne pas en débattre collectivement. Cette absence de débat et de réflexion préalable, véritable, approfondie, ce déficit démocratique-là qui s'est gravement accentué sous le gouvernement de la CAQ, il va avoir des répercussions dans tous les milieux. Parce que chaque enjeu qui n'a pas été débattu, réfléchi comme il faut, qui n'a pas fait l'objet d'un constat collectif, d'une convention, de l'identification d'un objectif commun, puis de l'identification des moyens à utiliser pour atteindre cet objectif commun, supposons,
par exemple, qu'on veuille vraiment faire une transition énergétique. Mais toutes ces discussions-là qui n'ont pas eu lieu, tous ces conflits de valeurs et ces conflits d'intérêts-là qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été convenus au niveau national, c'est des conflits non résolus qui vont rebondir dans les milieux locaux et régionaux, exacerbés. Enfin, je pense que je l'ai dit assez clairement, au cœur des arbitrages, il y a le fric. Hein? Il y a l'argent, il y a le capital, au détriment de tous les autres ordres de valeurs. Et c'est d'autant plus facile d'assurer la prépondérance des besoins financiers que nos régions périphériques, nos régions éloignées encore plus, ont un sérieux déficit de revenus, un sérieux problème de disponibilité par insuffisance de base foncière, finalement, et de revenus autonomes. Alors, on mise là-dessus au maximum. Évidemment, ils sont affamés. Il n'y a pas un partenaire qui va dire non, on va vous avancer les capitaux, si vous voulez. Vous percevrez une partie des bénéfices de l'exploitation plutôt que l'actionnaire gouvernemental qui, depuis 75 ans, retournait universellement par la prestation des services à tout le monde indifféremment sur le territoire québécois les bénéfices de la propriété commune. D'ailleurs, Hydro-Québec, ce n'est pas juste une société d'État qui nous a permis le développement, de finir l'électrification, mais aussi avoir une exploitation verticalement intégrée de toutes les activités de la production au transport à la distribution d'électricité qui nous a permis, grâce à notre investissement collectif, d'avoir les tarifs d'électricité les plus bas en Amérique du Nord. Ce n'est pas un cadeau tombé du ciel, c'est le fruit, c'est le résultat de notre propre investissement depuis 3/4 de siècle. Mais c'était aussi un régime d'équité et de péréquation économique pour toutes les régions du Québec. Il n'y a jamais personne, ni à Montréal, ni à Québec, ni à Sherbrooke, là, résident d'une grande ville à haute densité de population, qui a remis en question depuis 75 ans qu'on interfinançait les gens de Gaspé ou de Saguenay ou de Sainte-Eulalie, hein, puis qu'on permettait aux clients, toutes catégories de clientèle confondues, de payer les mêmes tarifs d'électricité, qu'il s'agisse des résidentiels, commerciaux, industriels, quel que soit le lieu de résidence, quel que soit le lieu d'implantation des entreprises au Québec. Et ça, ce régime de péréquation solidaire des revenus que Hydro-Québec a permis, c'est le socle c'est un des socles principaux, je dirais le principal socle de la cohésion socio-économique et démocratique au Québec. Tout ça est en train de prendre le bord. Je vais faire deux petites suggestions en terminant parce qu'on a posé la bonne question. Il va falloir exercer le pouvoir citoyen, puis la question suivante, c'est comment on va le faire. Mais premièrement, il va falloir nommer correctement et véritablement ce qu'on a devant nous. Ce qu'on a devant nous, là, c'est de l'intégrisme économique. C'est de la folie furieuse. En 2025, là, pensez que la seule trajectoire responsable pour les pouvoirs publics, pour l'encadrement d'une société, c'est de produire encore plus d'énergie quand on est pleinement capable de consommer déjà beaucoup moins d'énergie pour satisfaire les mêmes usages, là, c'est pas acceptable. C'est de l'intégrisme, ça. C'est de l'aveuglement au point de vue des fondements économiques. Donc, il va falloir nommer les choses. Mais je reviens à mon point de départ de la dernière partie, puis je conclus. Ça n'empêche pas que les régions ont vraiment besoin d'un apport financier beaucoup plus important et de façon imminente. Mais comment on peut faire ça autrement sans tout déstructurer ce qu'on s'est donné comme instrument de développement collectif depuis 3/4 de siècle? Bien, créons donc un Fonds national de développement des régions, dans lequel Hydro-Québec sera obligé statutairement par sa loi constitutive de déposer, serait-ce 10 ou 15 ou 20 de ses bénéfices annuels. Là, il y aura un Fonds national de développement des régions alimenté à hauteur de centaines de millions de dollars par année. Les instances des municipalités pourront définir des critères de répartition qui sont uniformes, universels, équitables pour tout le monde, en fonction de l'éloignement, du taux d'emploi, du taux de chômage, du revenu moyen des régions. Et elles pourront utiliser ça, non pas pour avoir quelques dizaines d'emplois le temps de la construction d'équipements de production énergétique dont on n'a pas besoin, non?
mais pour diversifier leur économie et la structurer de façon durable. Et puis finalement, pour ce qui est de notre potentiel de mobilisation, en réaction au discours inspirant de Rachel qui a initié ce panel-ci, il m'est revenu en tête une espèce de stratégie de mobilisation hyper simple que j'avais déjà déployée dans un enjeu municipal face à un conseil municipal bloqué unanime. Et je me suis rendu compte, au gré d'une intervention spontanée, la première sur cet enjeu-là dans le conseil municipal, qu'il y avait par hasard, ce soir-là, d'une assemblée régulière, un seul autre citoyen présent préoccupé par les mêmes choses. Et à la fin de la soirée, il dit « Hey, il faudrait qu'on se parle, toi puis moi. » Puis j'ai dit « Garde bien, à la prochaine assemblée régulière du conseil, là, pourquoi on ne se donnerait pas l'objectif de mobiliser, toi puis moi, au moins 5 personnes de notre entourage de plus, pour qu'on ne soit pas 2 la prochaine fois, mais au moins 10 ou 12. » Puis, avec ce même processus-là, ou cette même démarche-là, on pourrait même dire à n'importe qui qu'on convainc, là, ben toi, là, prochaine réunion à laquelle tu vas venir participer, il faut que tu amènes 2 autres personnes. 2 fois 2 fois 2, c'est rapidement 32, 64, 128. Et puis, ça finit par créer un mouvement citoyen. Voilà. Merci beaucoup. J'ai pas fait l'invitation, je suis allée chercher les femmes ce matin, mais je suis pas allée chercher les gens en ligne. On a aussi des gens qui participent sur Zoom et qui avaient des questions. Donc, je passerai la première question, en fait, qui a été posée ce matin en ligne, puis après ça, on va revenir dans la salle. Levez la main si vous voulez le micro, puis il y a aussi 2 micros là, qui sont là. Ah, on n'a plus les questions. On a perdu le Zoom. Est-ce qu'Alain Hogg est encore en ligne puis pourrait nous faire parvenir sa question? On va en prendre une autre en attendant que soit tu sois prête à parler au micro ou bien à l'écrire dans le chat. Oui. Je peux intervenir? Oui. OK. Moi, Bonjour. bonjour. Je me posais la question au niveau des actions citoyennes. Pardon? OK. France à Liberté, Syntec dans le combat Test Canada. Plus proche le micro. D'accord? OK. Il y a eu une action qui a été faite lors de la présentation des retombées économiques de Test Canada, l'entente qui a été signée par la MRC avec Test Canada. Les citoyens, il y avait 175 personnes dans la salle. À peu près une trentaine de personnes voulaient vraiment poser des questions et le restant de l'Assemblée a scandé très respectueusement, sans crier, très doucement. Nous ne consentons pas. Dès que la préfète a pris la parole. Puis on a scandé ça sans arrêt. Là, ils ont été complètement déstabilisés. C'est la première fois qu'ils étaient déstabilisés, je pense, là, vraiment. Là. Ça a vraiment eu un impact. Et après ça, il y a eu plusieurs entrevues dans les médias. Puis souvent, toutes les autres représentations à MRC, municipalité, c'était pas très couvert. Alors, est-ce que la désobéissance civile est un moyen acceptable sans violence? Est-ce qu'on doit utiliser cette façon de faire parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, de leviers, puis on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on se fait répondre des non-réponses. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la désobéissance civile? Est-ce que vous avez envie de répondre? Peut-être que Philippe Duhamel. Oui, j'étais pour l'inviter tout de suite après vous. Vas-y. Je dirais que la question de la désobéissance civile par rapport aux lois applicables, ça s'apparente par analogie à l'enjeu au droit de légitime défense quand on est face à une agression. Alors, le droit de légitime défense, quand on n'a pas le choix de l'exercer, ben, il faut quand même l'exercer avec discernement et mesure, mais c'est quand même un droit. Parce que le pouvoir repose sur le consentement, justement. Et c'est un jeune garçon de 17 ans, un ami de Montaigne,
qui a dit le tyran, pour le voir s'écrouler comme une statue qui a perdu son socle, il suffit de cesser de lui obéir. Étienne de la Boétie. Est-ce qu'on a la question en ligne? Non, pas encore. OK. Alors, on va y aller ici. Bonjour tout le monde. De un, merci beaucoup pour la qualité des présentations, même si des fois ils sont courtes, là, je comprends l'enlignement qu'on se donne, puis c'est très apprécié. Donc, Éric Desormeaux, je demeure à Terrebonne. Je ne fais pas partie d'organisme. Moi, j'étais un retraité depuis 3 ans. Moi, je viens ici, je veux me battre mes filles, mes petits-enfants. Je pense que le Québec mérite pas mal mieux que ça. Et je vous le dis, des fois, je suis comme un lion en cage. Et où je me questionne, parce que je regarde, là, moi, j'ai des débats avec la ville dans mon coin. Puis c'est redondant, c'est toujours la même chose, hein. Ils ne sont pas à l'écoute. Les études sont faites par les promoteurs. Puis là, on se ramasse face à ça, puis on ne le sait pas trop. Moi, ça me fait bien du bien d'être parmi vous autres aujourd'hui parce que ça me fait sortir de je me pensais tout seul. Ma question, est-ce que notre cadre législatif au Québec est adéquat? Je vous donne un exemple. Si on avait des lois sur des abus de biens publics, sur l'utilisation des deniers publics, il y a certains pays qui en ont, puis quand on dit à des élus, ben cette année, ça ne te coûtera pas cher de crème solaire parce que tu vas aller à l'ombre pour 8 mois. Je ne suis pas certain qu'ils prendraient les mêmes décisions et d'encadrer ça en disant, je vous donne un exemple, Nordvolt, moi j'avais une pensée en disant, si on dit Nordvolt, ça prend le BAP. Puis on se donne une structure, BAP, on informe les gens, on se fait un référendum, on prend la décision commune grandeur Québec, on se plante. Dans ma tête, qu'il y ait une immunité pour les ministres, je suis d'accord. Notre ami Fitzgibbon, qui est en amour avec son avocate, je suis bien content pour lui, c'est pour ça qu'il a quitté son poste, qui nous disait dans les médias. À ce moment-là, on évite le BAP, la responsabilité vient de tomber sur les épaules des décideurs. Ça se peut qu'à un moment donné, qu'ils nous ont vendu ça comme le projet là, au Québec qu'on n'avait jamais vu au privé, on a vu ce que ça a donné. Mais il faut que les gens comprennent aussi que pendant qu'on paye, puis là, c'est Taïga, Lyon, puis ça sort les scandales, ça clique, c'est n'importe quoi. On n'a pas d'argent pour mettre dans autre chose. Tout le reste périclite, les santé, éducation, tout le monde est au courant ici, on est entre convaincus. Donc, ma question, là, je fais le tour, puis là, je reviens. Est-ce que notre cadre législatif, et s'il n'est pas adéquat, comment on peut faire? Parce que ce n'est pas le gouvernement de la CAQ qui va nous ouvrir la porte lundi matin en disant « Ouais, by the way, on va vous donner des pouvoirs supplémentaires aux gens. » Et donc, c'est là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Merci. Merci pour la question. Si je peux répondre. Oui. La question le cadre juridique. En fait, le cadre juridique, il est conçu à double niveau. La responsabilité opérationnelle des municipalités, c'est-à-dire que les pompiers vont chez vous, ils viennent pour éteindre le feu, il manque le coup, le feu reprend, vous avez des dommages. Oui, là, on a une responsabilité civile qui peut jouer. Mais dans l'adoption d'une politique, dans l'aspect plus politique de la chose, les tribunaux refusent systématiquement d'intervenir. Alors, vous avez l'exemple qu'on peut donner de la bataille menée par la petite municipalité de Restigouche en Gaspésie, où on reprochait justement à la municipalité d'avoir adopté une distance séparatrice pour protéger ses sources d'eau potable. La réalité, c'est que c'est la compagnie qui a été condamnée à verser 175 000 $ à la petite municipalité pour l'avoir perturbée avec sa requête inappropriée aux tribunaux. En fait, la responsabilité des élus, les élus locaux auraient souhaité avoir la même immunité que les députés de l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement dit non. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis dans le code municipal et dans la loi sur les cités et villes l'obligation des conseils municipaux de défendre un de leurs membres qui serait attaqué en matière de responsabilité civile. Alors, la difficulté est là, c'est que si on poursuit, par exemple, les élus pour des actions
qu'ils n'ont pas fait ou qui n'ont pas fait une consultation suffisante, en fait, l'élu en question va prendre un avocat et c'est les citoyens de la municipalité qui vont assumer les frais. C'est ça la grande difficulté, c'est que si tu poursuis les élus, c'est les citoyens qui vont être obligés de payer. Alors, donc, c'est ça la limite actuelle de la responsabilité. Donc, dans ce sens-là, pour répondre de façon très précise à la question, oui, notre cadre juridique est inapproprié, inadéquat, mais ça relève de l'histoire. C'est un legs historique, hein. C'est que dans la Constitution canadienne, l'article 92-16, on a dit les questions de nature strictement privée, locale et privée, ça relève du gouvernement du Québec. Alors, c'est là qu'est la base, le fondement constitutionnel de nos municipalités, donc qui sont que des créations, à l'époque on disait même des créatures du gouvernement du Québec. Et donc, là, moi, ce que je pense qui va arriver, et assez rapidement, c'est que le gouvernement du Québec va abolir les municipalités. Parce qu'il n'y a rien, il y a eu des tentatives en Ontario quand il y a eu, vous vous souvenez de la période des fusions, etc. C'est allé jusqu'à la Cour suprême qui a dit ça, c'est de la compétence provinciale. On n'a pas à se mêler de ça. S'ils veulent fusionner, défusionner, ça les regarde. Alors, à cause de ça, on a une latitude assez étroite par rapport aux municipalités locales. En France, par exemple, les communes, les municipalités locales, ils élisent une partie des sénateurs et c'est dans la Constitution française. Donc, on peut pas là-bas abolir les communes. Ici, on pourrait le faire et ce à quoi on assiste actuellement, c'est à un transfert graduel des pouvoirs des municipalités locales vers les MRC. C'est clair que de plus en plus, les MRC gèrent les municipalités locales. Je m'excuse, je suis face à un défi de taille. Il y a tellement de monde au micro pour poser des questions. Puis là, il y a 2 autres personnes qui veulent répondre à la même question. Okay. Donc, je te passe la parole, Jean-François, rapidement. Oui, je vais être bref. Merci pour ces distinctions-là. Il y avait 2 éléments qui m'apparaissaient importants dans cette question-là. D'abord, est-ce que les lois sont inappropriées? Bien, les lois, c'est la responsabilité du législateur, de l'Assemblée nationale. Et donc, la question antérieure qu'il faut se poser, c'est est-ce que notre mode de scrutin, nos modes de représentation sont encore adéquats? Moi, personnellement, il n'y a pas une élection où je souhaite rien d'autre qu'un gouvernement minoritaire à quelque palier que ce soit, tellement que l'exercice du pouvoir exécutif est à répétition et systématiquement abusif à partir du moment où un parti a la majorité des votes. Mais l'autre enjeu qui a été soulevé dans la même question, c'est la notion d'abus de biens communs. Cette notion-là, qui est susceptible même d'accusation criminelle, existe par exemple dans le droit français, pas ici. Et ce que, par exemple, Pierre Fitzgibbon a fait comme ministre avant de quitter, attribuer à peu près 2500 mégawatts de puissance à des grands projets industriels, alors qu'il était déjà averti depuis des mois par Hydro-Québec que c'était de la puissance qui n'était pas disponible, qui était arrivée à la limite de leur marge de manœuvre, c'est de l'abus de biens publics. Et ça va se traduire si tous ces projets-là se réalisent. On est exempté de Nordvolt, mais si tous ces projets-là devaient se concrétiser, ces 2500 mégawatts-là, pour vous donner une idée, ça serait à peu près 19 à 20 térawattheures de consommation d'électricité additionnelle par année, c'est-à-dire une augmentation de 10 de la consommation d'électricité totale du Québec, offerte au prix du tarif L, 5,4 cents à peu près, pour de l'électricité que nous allons devoir acquérir, de l'électricité additionnelle, au coût marginal de demain puis d'après-demain, c'est-à-dire à 11-12 cents. Et donc, le déficit des revenus générés au tarif L par rapport au prix qu'on va payer pour acquérir ces volumes d'électricité-là, ça va être une dette pour nous tous, tous clients d'Hydro-Québec confondus, de l'ordre d'à peu près 22 milliards de dollars pour les prochains 20 ans. C'est le cadeau que ce pompier pyromane-là, nommé Fitzgibbon, nous a laissé en quittant. Alors, merci pour la question. On a moins de 2 minutes par question et réponse si on veut passer tout le monde. OK. Je te donne la parole pour faire homme-femme, là. OK. T'as passé la ligne. OK, j'ai cassé la ligne, alors je vais faire ça rapidement. Marie-France Benoît de Saint-Bonaventure. Je suis aussi une militante de la Marche mondiale des femmes
Et je trouve ça important de lier les enjeux environnementaux avec les enjeux féministes. On veut construire également, je pense, une société plus équitable, solidaire et tout ça. Et ma préoccupation, d'abord, vous dire que le 18 octobre, il y a un très grand rassemblement à Québec. Je trouvais ça important de le souligner, mais surtout, comment sortir tout le monde, c'est ça ma question, de nos niches en termes de revendications. Je trouve que et le mouvement féministe et le mouvement environnementaliste auraient intérêt à relier beaucoup ces revendications et ces demandes et ces mobilisations. Je sais qu'il y a plein d'ouvertures, mais j'avoue que c'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup. Puis peut-être que je m'adresserai particulièrement à Rachel. Je trouve que c'est un bel espoir de lier ces enjeux-là. Merci. Merci pour la question. Je pense qu'il y a plein de façons, mais moi, je vais peut-être adresser la réponse dans l'optique municipale parce que moi, j'ai une autre vision de comment pourraient fonctionner nos municipalités. Puis justement, c'est avec une démocratie participative. Donc, je pense que si on pense même aux autres questions, qu'est-ce qu'on peut faire, comment agir concrètement, ben les municipalités, même si on se fait imposer des lois, on a quand même des façons d'agir, de rassembler nos citoyens, de donner la parole aux citoyens, puis aussi de prendre la parole publiquement. Au lieu de rester en silence dans nos petits villages, ben, on peut prendre la parole et on peut faire du bruit. Puis ça coûte rien. Donc, on ne peut pas juste se cacher derrière des coups de référendum, des coups de ci, de ça. Il y a des choses qui se font très gratuitement. On a des salles communautaires, on peut inviter tout le monde, on peut discuter ensemble, on peut en parler publiquement. Moi, l'enjeu, c'est toujours d'en parler publiquement. Parce que quand on n'en parle pas, on ne sait pas qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec nous. Et nos décideurs en haut de l'échelle, ben, ils ne savent pas qu'on existe non plus. Mais le bruit, une fois qu'il commence à se faire entendre en bas de l'échelle, ben, ça remonte tranquillement vers le haut. Et c'est là où je pense qu'on peut agir concrètement au niveau municipal. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on ait des élus qui ont ces valeurs-là autour de la table, parce qu'après, entre conseils, ben, on peut s'unir aussi. Puis c'est l'idée un peu de Vendélu, qu'on crée une sorte de réseau. On rêve de couvrir le Québec en entier, puis qu'il y ait des élus qui veulent prendre la parole ensemble pour dénoncer ces non-sens, mais aussi pour réunir les différents intérêts pour qu'on puisse agir ensemble. Donc, c'est une façon de faire. Oui, bonjour à tous. Jean Latraverse. Alors, je voudrais juste faire un commentaire assez bref. Je voudrais appuyer le commentaire de Mme Sauvé sur le concept de pas dans ma cour. Moi, j'habite la ville de Varennes. J'ai l'honneur et le grand privilège d'avoir Martin Danfous comme maire. Et comme vous savez tous, c'est quelqu'un qui lève la main à plusieurs reprises pour promouvoir l'éolien. Alors, ce qu'il faut savoir de M. Danfous, c'est que lui va habiter à 4,5 km de l'éolienne la plus près de chez lui. Donc, quand lui m'adresse la parole puis il dit « Oui, mais toi, c'est pas dans ta cour », je dis « Non, le plus grand promoteur de pas dans ma cour, c'est vous, M. Danfous. » Puis je pense que beaucoup d'élus, beaucoup de maires, là, font exactement, font face à ce problème-là. Puis je pense que c'est bon de le savoir, puis c'est bon de leur remettre ça sur le nez. Ils n'ont pas à nous attaquer. C'est eux les plus grands promoteurs de pas dans ma cour. Merci. Merci. Je donne encore une chance au Zoom. Est-ce que Tina est prête à... Oui, OK, ça marche. On y va avec monsieur. Oui, Yves Maurice, Sainte-Geneviève de Batiscan. Je voudrais remercier les panélistes, de toute façon, là, puis ceux de ce matin, puis ceux d'après-midi. C'est très intéressant. Vous avez répondu un peu à comment. Moi, ma question est la suivante. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit dans les informations? Dans les nouvelles, on va dire ça de même, c'est Gaza, Trump et ses folies, l'Iran puis l'Israël. Bon, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et nous autres, on est ici, on réussit un peu à aller chercher des choses, mais comment aller nous mettre plus dans l'actualité? Puis il y a quelqu'un qui a parlé de résistance passive, il y a quelqu'un qui a parlé... C'est une question que je me pose. Comment on peut... je disais, on a eu un meeting, je disais un exemple. Pour la loi 69, on a dit aller à la tribune, là, puis aller en haut, vous assire. Là.
Qu'est-ce que ça a changé? Ils l'ont fait le baillon pareil. OK? Je dis ça niaiseuse, c'est une question niaiseuse. Il y a des gens qui s'enchaînent après des arbres. Exemple, je ne veux pas dire qu'il faut faire ça. On s'enchaîne après les sièges de l'Assemblée nationale, puis on dit sortez-nous à cette heure. Ben, Chris, les journalistes vont venir nous voir, là. Je ne sais pas, je dis, c'est une niaiserie, là, mais je pense que là, on parle d'élections municipales, c'est correct. Mais c'est au niveau provincial que ça se décide, ces choses-là. Monsieur l'avocat, là, il nous a bien dit que c'était au niveau provincial. Les municipalités, ça vient de. Voyons, vous comprenez ce que je veux C'est dire? créature oui. Bon. Donc, il faut avoir une action provinciale. En tout cas, c'est mon point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Qui aimerait réagir? Ben, je pense que 1, 2, 1, 2. construire une relation avec nos 1, 2, 1, 2. médias régionaux, c'est Est-ce que vous devenu m'entendez? difficile parce que d'une part, une des sources importantes de financement des M'entendez pas? médias locaux, c'est les annonces des municipalités et des MRC. Alors, ça les Ah, oblige bon. à faire un peu de 1, 2, 1, sparage pour 2. essayer de nous couvrir. Évidemment, moi, j'ai travaillé avec le juge Gomery au Conseil de presse du Québec. Ben, les médias ont une obligation déontologique lorsqu'il y a des débats contradictoires, quand c'est des éléments qui sont 1, 2, 1, 2. controversés, de couvrir les deux aspects. Alors, donc, ça peut être un moyen par lequel on se plaint au conseil de presse si éventuellement on a une couverture qui est totalement déséquilibrée et partielle. Alors, ça, c'est un des moyens. Je vous dis pas que c'est le moyen le plus efficace parce que le conseil de Est-ce que presse vous n'a m'entendez? qu'un pouvoir moral par rapport aux médias, n'a pas de pouvoir euh, de contrainte, là. Donc, mais il y a moyen de travailler tranquillement, comme par exemple actuellement, les règlements qui sont adoptés un peu partout par les municipalités, qui est l'initiative de la FQM. Ben, il y a plusieurs dispositions de ce règlement-là qui, sur le plan éthique, est très problématique et même sur le plan légal. Là, il y a même des dispositions qui sont contraires aux dispositions qu'on trouve dans le Code. Alors, ça veut donc dire que moi, j'ai écrit au Conseil de presse, à la Fédération professionnelle des journalistes, en les mettant devant ce fait accompli-là. Là. Vous êtes des défenseurs de la démocratie, du débat public, puis là, on vous met de plus en plus des obstacles. Comment vous réagissez? Alors, je pense faut pas les lâcher. C'est la seule façon, d'après moi, de travailler. Puis si on a avec le temps, on peut développer aussi avec certains journalistes des relations privilégiées qui font que on va avoir une certaine couverture. Mais on est au cœur des rapports économiques avec les médias aussi. Et il faut pas s'étonner que les médias, qui sont des entreprises capitalistes comme les autres, règlent leur comportement en fonction de ces règles-là. Alors, il faut être conscient de ça aussi. Merci beaucoup. Voulais-tu Test de son y aller, encore. Jean-Pierre, ou on passe à une prochaine question? OK. Allez-y. Oui, à moi, là? Oui. Bon, merci. Denis Desiel de Saint-Narcisse, la MRC Deschenaux. Monsieur le préfet Guy Veillette, cette semaine à nouveau, parlait des référendums, OK? Parce qu'il y a une municipalité de Saint-Maurice qui va faire un référendum au mois de septembre. Il disait que référendum, c'est consultatif, mais pas législatif. J'ai pas compris grand-chose de ce qu'il a voulu dire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'après ça, quand ils vont décider qu'il va y avoir une zone dans la municipalité, il va y avoir un référendum sectoriel, OK? Mais dans le référendum sectoriel, s'il dit que c'est pas législatif, qu'est-ce qui va arriver au bout, là, nous autres, là, mais qu'on décide qu'il n'y aurait pas de lien par référendum, ça va être juste consultatif, ça ne sera pas décisionnel. Le maire a toujours dit que c'était décisionnel puis était pour nous défendre bec et ongle. C'est ce qu'il a dit aux assemblées municipales. Ça, depuis 1 an qu'il dit ça. Fait que là, ça m'inquiète, là. Question, c'est ça. Ça va aller où, cette affaire-là? Merci. Ouais.
Ben, en fait, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. C'est-à-dire que ça dépend de ce que le conseil municipal dit avant le référendum. S'il dit qu'il se sent lié par la décision qui va être prise, ben, il va être lié par la décision qui va être prise. C'est sûr que dans la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il y a deux conditions, il y a deux situations qui oblige une municipalité à tenir un référendum, c'est un règlement d'emprunt. Ça, c'est l'affaire qu'on voit le plus souvent, ou s'il y a une modification du règlement de zonage. Alors, s'il y a des éoliennes, généralement, il faut qu'il y ait un règlement de zonage qui les autorise et qui prescrit les distances séparatrices qu'il doit y avoir, par exemple, entre l'éolienne et les résidences, etc. Donc là, ça devient des référendums qui peuvent être obligatoires et dont le résultat lie la municipalité. Pour le périmètre déterminé, évidemment, dans le règlement, dans le projet de règlement en cause. Parce qu'on fait un référendum sur un règlement, et c'est ce règlement-là qui va être considéré. Alors, mais il n'y a rien qui interdirait à une municipalité de dire, moi, je vais faire un référendum consultatif parce que c'est plus simple que les grands référendums qui obligent l'ouverture d'un registre, puis il y a toutes sortes de règles qui sont assez contraignantes, mais qui peuvent être beaucoup plus souples avec un simple référendum consultatif. Mais si le conseil municipal dit « je vais me sentir lié » et qu'il l'indique dans son règlement, bien à ce moment-là, c'est comme un référendum formel. OK. Si je comprends bien, ce que vous dites, monsieur, c'est que le référendum consultatif, il pourrait devenir décisionnel si le conseil municipal le décide ainsi. C'est bien ça? Oui, avec la condition que les citoyens sachent au moment du vote si ça va lier le conseil ou pas. Puis quand il va y avoir le référendum sur sectoriel, automatiquement, il va devenir décisionnel? Oui, mais là, c'est parce que ça dépend. Là. Si c'est un référendum lié à une modification du règlement de zonage, ça marche par zone. Et les zones adjacentes ont le droit de voter aussi. Alors là, il faudrait voir plus concrètement en fonction de la situation chez vous. Là, j'ai de la misère à répondre comme ça, là, sans avoir plus de détails. On pourra la préciser à la pause, peut-être, si vous venez voir Richard. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oui. Oui, bonjour. D'abord, merci aux panélistes. Les interventions qui ont été faites, je les ai trouvées pertinentes. Je me présente, Jacques Dubuc, je suis le co-auteur du livre. C'est moi, Jacques. Bon, c'est mon livre. Il faut le garder 2 minutes dans votre... Pouvez-vous renommer le titre du livre? C'est l'exploitation de notre eau par Rio Tinto. Quel avenir pour le Québec? Puis le quel avenir pour le Québec est intéressant dans la mesure où on parle d'éolien, où on parle de la mise en valeur d'une ressource renouvelable, naturelle, collective, et les engagements qui ont été pris historiquement et qui pourront être pris de nouveau, et comment le milieu accompagne pas, vérifie, suit pas ces engagements-là. J'en suis pas à vous dire, allez-y avec test, ça va être merveilleux, puis il y a un bon comité de suivi, vous allez être capable de faire respecter vos règlements. C'est pas ça. Nous, comme cadres retraités, on en avait assez d'entendre des inepties sur les non-investissements et surtout les non-respects des engagements historiques de l'entreprise et surtout l'incapacité avouée du gouvernement du Québec à faire respecter ce qu'il avait signé. Juste une image. On dit Rio Tinto possède 6 centrales hydroélectriques, dont 3 sous bail, qui peuvent, auprès du gouvernement du Québec, être renouvelées si les engagements se renouvellent correctement ou se renouvellent pas. Alors, l'exercice qu'on a fait avec le livre, ça a été de revenir au droit d'origine de 1915 et de 1950 sous la loi du développement régional pour ce qui est du bail de la Péribonka et de regarder comment les investissements ou les engagements ont été respectés ou pas et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec la mise en valeur de la ressource et l'appropriation assez éhontée, c'est 500 millions par année de valeur. En fait, le chiffre est plus haut, mais on s'est assuré de ne pas avoir un chiffre ridicule ou c'est 760, madame. Bon.
annuellement comme avantage compétitif. Rio Tinto a payé combien d'impôts au Québec l'an dernier? 16 millions. Le profit généralisé au Québec, 2 milliards d'euros. Monsieur Legault cherche de l'argent pour ses médecins, cherche de l'argent pour ses écoles, cherche de l'argent pour ci. Elle n'est pas trop loin. Mais c'est pas là qu'il regarde. Alors, le livre qu'on a préparé, qu'on a rédigé, ma copine et moi, ça a pris 3 ans de travail. Je le colle à vos propos, là, les panélistes, au sens où on était des citoyens chez soi, moi à Verchères, ma copine à Chicoutimi, un peu scandalisés de voir comment l'évolution de l'histoire se faisait. Puis on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc, on s'est assis, on a regardé des textes, on a regardé non pas des documents non publics, on s'est référé qu'aux documents publics. On savait où chercher par ailleurs. Et là, on a eu une première série de rencontres avec le bureau du premier ministre, les députés, les ministres de la région, les membres de la MRC, les conseils municipaux, les syndicats. On s'est promené. On a vu les médias, très bien reçus au demeurant de la part des médias. On n'a pas un mot à dire sur le rôle et l'accessibilité qu'on a eue. Résultat des courses, après 1 an et demi, il ne se passait plus rien. Puis nous, on avait travaillé quand même assez fort pour ramasser l'information. Fait qu'on s'est dit, on met ça sur Internet, ça va être parfait. On s'est dit, oui, mais sur Internet, ça va servir à quoi? On s'est mis dans quelque chose d'un peu fou, là, à 75 ans, pour dire, on va écrire un livre. Fait qu'on a produit le livre avec l'exercice que ça demande. C'est pas long, c'est 135 pages. C'est long à écrire, c'est long à raturer. On a dû écrire 500 pages pour arriver à ce volume-là. Merci à Martine qu'on a rencontrée l'an dernier, qui nous sollicitait pour un colloque. On n'était pas vraiment disponible parce qu'on était dans la rédaction du livre. Mais le livre existe maintenant. Il est accessible. C'est les éditions, somme toute. Il est accessible sur une base de toutes les librairies que vous avez ici à Trois-Rivières ou dans la région. Il est aussi accessible sur Internet. Il est accessible sur une base électronique. Je vous souhaite une bonne lecture et je pense que ça peut être une bonne référence sur une mobilisation citoyenne qui se confirme dans un document de référence et qui peut permettre de reprendre une action plus concertée, plus structurée face au pouvoir public et à l'entreprise. Bravo et merci beaucoup. Bonne lecture. Pour ceux qui vont rester avec nous jusqu'à la fin, là, vous allez voir qu'on a déjà commencé la rédaction d'un ouvrage aussi, le mouvement éolien. Il n'est pas encore en livre, mais vous allez déjà avoir accès à ce qu'on a fait, puis on va le bonifier à chaque fois qu'il y a des nouveaux rédacteurs sur certains sujets qui vont rajouter les chapitres. Fait que je vais vous présenter tantôt où on en est rendu. Mais là, je passe la parole à Martine. Oui, donc merci. Je voulais amener beaucoup de personnes posent des questions, mais qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il manque d'argent au niveau municipal? Bien, nous, on a appris lors du colloque, on le savait, mais il y a un congé de taxes pour toutes les infrastructures énergétiques qui date avec Rio Tinto, puis une étude qui a été faite par Mme Prémont sur le cas Rio Tinto, mais c'est vrai aussi pour les installations d'Hydro-Québec, c'est vrai aussi pour les installations du privé. Et donc ça pourrait être une solution où on normaliserait. Pas normal que les municipalités qui acceptent des infrastructures énergétiques aient rien en retour. Donc, enlever le congé de taxe municipale, pas besoin de passer par des emprunts, par des redevances pour avoir après ça des accords sur nos... Automatique. C'est automatique. Il y a un projet qui est là automatique. Donc, moi, je le suggère. Je pense que c'est une avenue intéressante. Et je voudrais revenir. Jacques présentait, nous, on a fait un livre. Les gens se demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Tout est bon, là. Donc, écrire des livres, des lettres ouvertes, produire des vidéos, intervenir au conseil municipal, se présenter au niveau municipal, puis avec assez d'élus, peut-être aller investir l'UMQ puis la FQM qui sont totalement pro-éolien, ça n'a pas de bon sens, s'impliquer dans des organisations communautaires, s'impliquer dans des organisations politiques. Moi, j'ai le goût de vous dire, toutes les gouttes comptent. Et chaque goutte qui va s'additionner dans le verre, on ne sait pas c'est laquelle, mais maintenant, il y en a une qui va le faire déborder le vase. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de rajouter des gouttes. Et la dernière affaire, on parlait de désobéissance civile. On avait eu la discussion d'ailleurs suite à la rencontre là, à Sainte-Thècle.
J'ai toujours de la misère à utiliser ces mots-là pour une action qui est un devoir civique. Les gens en face de nous nous comptent des bobards, nous roulent dans la farine et nous, on devrait rester en face de ça à rien dire. C'est pas de la désobéissance civile, c'est un devoir civique d'arrêter le jeu de théâtre qui est en face de nous. Parce qu'avec le mot désobéissance civile, je trouve qu'on s'attribue le mauvais rôle. Et c'est pas nous qui avons le mauvais rôle, c'est ceux qui sont en face. Fait que j'aimerais bien qu'on change le concept et moi, je pense qu'on ne peut pas continuer à se laisser mener en bateau et c'est pas nous qui avons le mauvais rôle, c'est ceux qui sont en face. Il faut leur faire savoir. Merci beaucoup, Martine. Je vais... Ah, OK. Je passe la parole à Jean-François Blain. Juste pour parler d'un devoir d'assistance à personne en danger. Oui, Monique, rapidement, parce que... Devrait parler de devoir de nécessité, comme ça a été plaidé dans le cas que tout le monde connaît de résistance. Vous avez parlé, monsieur, de l'argent au détriment de toutes les autres valeurs. On a parlé d'exercer le pouvoir citoyen et comment on va le faire. Martine vient de nommer plusieurs choses et j'aimerais ajouter l'art. L'art, les chansons. On a besoin de chanter, on a besoin de danser ensemble. Les artistes ne manquent pas au Québec. Les moyens manquent pour les artistes, mais je sais que dans la communauté de l'éolien, il y a des artistes incroyables, parfois professionnels, parfois amateurs, mais tout ce qui est chorale, chanson. Quand je suis allée à Stablex pour refaire ma formation de résistance citoyenne, merci Philippe, et Martine nous est arrivée avec une chanson qui s'appelait « Enterre-moi ça ». Et ça fait danser, et c'est emballant, et ce qu'on appelle, c'est Lucie qui a nommé une ressource renouvelable d'énergie. Bien, ça, l'art, puis je parle de la peinture, de différents arts. Je ne veux pas négliger la littérature et ceux qui ont le courage d'écrire des livres qui sont des sommes, puis je veux vraiment remercier ça. Mais on est bien sérieux ici aujourd'hui. On a de la bonne bouffe, c'est super, mais on a besoin de fêter ensemble. On a besoin de se raconter ces choses-là en chanson. Ah, merci. On va aller rapidement les 2 dernières questions, puis on va prendre une courte pause, mais vas-y. Oui, bonjour. Rebonjour. Alors, applaudissez pas à la fin, là, vous m'avez gêné tantôt, là, j'étais vraiment... Mais ouais. Mais écoutez, j'ai 2-3 affaires, OK? Très rapide. La première, on est chez nous, à Machouillas, c'est un contexte fédéral. C'est une réserve autochtone, la loi sur les Indiens prime, puis bon, ben, le gouvernement a délégué la responsabilité de continuer le colonialisme par le conseil de bande à travers ses membres. OK? Je explique ça clairement comme ça. La chose, maintenant, je comprends que, tu sais, au niveau municipal, vous avez des recours. Tandis que nous, quand on fait ce genre de recours-là, on n'a rien. C'est le ministre. Mais le ministre, là, pas accessible. Là, tu vas me dire, le ministre, excusez-moi, là, vous allez me dire, le ministre, s'est rendu une femme autochtone. Oui, mais oui, mais vous y avez-tu pensé? On y a donné, on a trouvé l'Indien de service là, pour répondre à d'autres Indiens que, ben, voyons, c'est pour vous autres. Vous allez vivre mieux. Tu sais, c'est ça que je trouve difficile des fois d'essayer de comparer, puis j'essaie de voir, puis moi, comme j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un ou à quelques personnes, la seule chose que j'ai dans mes poches, là, ben là, je n'ai un petit peu plus que 10, là, mais j'ai 30 $, tu sais. Les autres sont assis sur des millions. Puis quand on parle de faire quelque chose, tu sais, on parlait tout à l'heure là, de l'action citoyenne, qu'est-ce qu'on fait, bon. Imaginez, là, les Autochtones, j'en ai rencontré 182 dans mon film. Puis de ces 182 personnes-là, il y en a plusieurs qui sont dans un contexte où ils font des affirmations territoriales dans leur territoire familial. Puis c'est Mamo Première Nation. C'est pas parfait qu'est-ce qu'ils font, c'est pas parfait qu'est-ce qu'ils disent, les gens, mais ils sont à bout. La responsabilité d'un conseil de bande, c'est de défendre le droit et le titre, OK, de ses membres. Puis lui, il y a une délégation responsable là-dedans. Puis on se dit, nous, propriétaires, excusez-moi le mot, là, je ne veux pas faire de politique, là, mais on se dit, nous, utilisateurs de 112 530 km²,
incluant certaines places, puis en se disant, ben regarde, c'est ça qu'on essaie de revendiquer avec le gouvernement du Québec. En passant, moi, en 2004, j'étais attaché politique du chef chez nous, puis on était au Château Frontenac avec Jean Charest et tout le Bataclan politique alentour. On avait signé l'entente de principe d'ordre général. Ça allait bien. On s'était dit, dans 25 ans, on va arriver à quelque chose, peut-être. 2004. On est quelle année, là? 2025. Ah, il n'y a rien de fait encore. On nous l'a promis à quelques raisons. OK. Fait que là, j'y vais très, très rapidement. Le gouvernement du Québec, pour éviter que les Autochtones fassent des barrages routiers dans les endroits où il y a de l'exploitation, ils ont eu la brillante idée de déposer une loi, une injonction contre toute personne qui fait un mouvement pour barrer une route forestière. Donc, imaginez si on est sur le bord de la route avec nos choses en disant, regarde, on ne veut pas que la machine qui coupe l'arbre continue, mais par contre, on ne vous empêche pas de sortir le bois parce qu'on ne veut pas que vous gaspillez le bois. On est quand même ouvert face à ça. Ben là, la Sûreté du Québec vient, puis ils sont très collaborateurs, hein, puis ils se disent, qu'est-ce qu'on fait avec cette loi-là, nous autres? Là? Vous nous avez donné ça à l'autre bout là-bas, puis nous autres, c'est ça. Fait que, tu sais, cette action-là, les gens le font de leur plein gré à eux, mais c'est ça. Fait que, bref, on risque de se faire arrêter si jamais ça arrive. Je veux juste glisser un petit mot sur Rio Tinto, nos bons amis, qui nous envoient, je pense, 50 000 peut-être dollars là, par année là, dans la communauté là, pour acheter une paix sociale. Il y a toujours le citoyen corporatif est extrêmement gentil avec les affaires qui s'en viennent. Dans le fond, il y a un comité d'hommes-tard chez nous. Il y a une discussion avec Hydro-Québec. On est très sympathique. Si vous avez besoin, on va vous financer pour vous aider à faire des projets, des programmes, pour acheter la paix graduellement. C'est correct. Là, moi, je n'appelle pas ça nécessairement un retour, là, mais c'est un peu un paquet de monnaie qu'on retire là, dans la communauté pour se dire que, regardez, on fait de l'investissement, c'est quand même social. Puis moi, je connaissais Mathieu Bouchard à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissiez, dans le temps d'Alcan. Bon, Mathieu, super sympathique. Puis bon, lui, il cherchait quelqu'un pour essayer d'amener un Autochtone dans l'environnement d'un comité quelconque. Et moi, 97-2000, j'étais le chef, j'étais conseiller, et le chef de la communauté, c'était Clifford Moore. Qui connaît Clifford Moore aussi? Bon, OK. Hey, sympathique Clifford, regarde, il y avait tout un beau message, tout ça. Et je me souviens, moi, à la table politique, on nous avait dit, quand ça va être le temps de bloquer le train, je ne veux pas être tout seul. Ben, savez-vous quoi? Pas besoin de bloquer le train parce qu'il était embarqué dans un comité de Rio Tinto, puis il allait vendre le bon côté de Rio Tinto, d'Alcan et de Rio Tinto à Kitimat. Donc, tu sais, comment qu'on fait pour essayer de dénoncer ce genre de situation-là? Je le fais ici, là. Mais tu sais, comme citoyen, moi, si je dénonce ça, là, qu'est-ce qui se passe, là? C'est sûr et certain, vous me remboursez avec des poursuites. Mais je vous rappelle, j'ai juste 30$ pour avoir un avocat. Fait que... Ouais, mais l'aide juridique, ça sert à rien. De rebondir sur l'intervention de Manuel. Oui, Lucie. Ouais. Non, merci pour cette intervention. Non, c'était sur autre chose. En fait, on a absolument besoin d'outils de synthèse et de vulgarisation sur les différents aspects de cette problématique-là pour laquelle on est réunis aujourd'hui, là, le développement éolien. On en a besoin pour nos réunions de cuisine. On en a besoin des réunions entre voisins. On a besoin de courts documents pour des rencontres espérées avec nos comités consultatifs en environnement. Alors, oui, il existe plusieurs documents, des documents vidéo, mais il faut en produire des documents très courts et de synthèse parce que capter l'attention publique, c'est pas évident. Donc, bravo pour la vidéo là, qu'on a vue tout à l'heure. Donc, si on a de tels documents synthétiques, feuillets, très brefs, l'attention est difficile à capter, il faut se les partager. Oui, je veux dire que la vidéo d'Hydro-Québec, là, j'ai vu tout à l'heure que vous allez passer, vous remarquerez, c'est bien bizarre. La femme a les cheveux bruns, elle ressemble beaucoup à un autochtone, puis elle est sur-dessus d'une éolienne. Fait que, tu sais, je trouve ça, des fois, malicieux de la manière de faire. Oui. Puis moi, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais malheureusement, je me suis pas trouvé d'éolienne disponible pour le faire. En tout cas. Puis là, quelqu'un m'avait dit, écoute, prends une scie mécanique. Ben oui, si on dit ça sur Facebook, là, c'est sûr que je vais me faire arrêter. Et on va pas la présenter, la pub d'Hydro-Québec, là. Elle roule assez sur... mais je voulais quand même vous montrer de quoi elle a l'air. Puis ça, c'est à nous, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la chercher de votre côté. C'est pour rebondir à ce que Lucie vient de dire. Il y a un militant de notre gang qui a écrit cet article-là dans le Journal de Montréal. Éolienne, c'est à nous, pas tout à fait.
Alors, vous irez lire cet article-là parce que c'est un document court qui peut vraiment servir d'argument. Puis je donne le défi à tout le monde ici d'en parler à 3 personnes dans votre entourage de s'ils ont vu la pub, puis de leur amener les arguments qu'il y a dans cet article-là pour dire comme que c'est une mauvaise pub puis que c'est de la fausse représentation. Oui, merci à Gérard, mon petit auteur de cette très bonne réplique. C'est vrai que c'est ça qu'on avait dit qu'on me présenterait ce soir avant de finir la pub d'Isabelle Blais. Isabelle Clément, es-tu ici? Peux-tu la voir? Non? En tout cas, on va voir si on est capable de la trouver d'ici la fin de la journée pour la faire écouter. Ah, bon. Ben, on va prendre la dernière question pendant que tu la cherches, puis on va y aller tout de suite. Puis là, ce que je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, Lucie, c'est que c'est ça que je vais présenter tantôt, où on en est dans la synthèse des connaissances citoyennes, puis tous les chapitres qui ont été écrits, mais ce n'est pas concis. Ce n'est pas concis, c'est très exhaustif sur chacun des sujets. Alors, si parmi l'Assemblée ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, on n'est pas encore ce soir, il y en a qui sont bons à faire de la synthèse, puis qui aimeraient ça, pendant que vous lisez, prendre des notes, puis se dire qu'on va faire des fiches avec ça pour que ça soit court, puis que tout le monde puisse utiliser ça dans ses conseils municipaux, dans sa famille, etc. Bien, écrivez-moi un courriel. Hein? Moi, c'est ça ma job, de mettre en contact tout le monde, là, puis de faire que les meilleurs talents soient à la meilleure place, puis on va le faire, ce que Lucie, tu proposes. Donc, je vous laisse la parole, monsieur, très rapidement. Bonjour, Maxime Laplante. J'habite le comté de Lotbinière et là, il y a 25 ans, c'était le débarquement de la plus grande industrie porcine au pays. Après ça, c'était les gaz de schiste et le bastion fort du gaz de schiste, c'est Lotbinière, même sur nos terres à bois. Après ça, c'est maintenant les 20 éoliennes qui débarquent. Donc, ça fait un bon 25 ans que je suis très impliqué comme citoyen. Fait que je me suis dit, yes, hein, j'y crois. Fait que je suis devenu conseiller municipal. J'ai aidé à l'organisation de Sauver les campagnes à l'époque. C'était un collectif citoyen dans notre localité. J'ai organisé un colloque qui s'appelait Repenser l'agriculture. J'ai cofondé l'Union paysanne. Mais là, au bilan de tout ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a un saboteur quelque part, c'est peut-être un saboteur russe, qui est là pour inventer un nouveau projet débile pour nous arriver après. Ça va être quoi la prochaine patente? Fait que là, j'ai l'impression, j'ai découvert récemment le principe de Branolini. C'est ça. Le principe de Branolini, c'est ça prend 10 secondes pour écrire ou dire une niaiserie, mais on avait pour des heures et des semaines à démontrer que c'est pas vrai. C'est exactement ça qui se passe. Fait que là, on est toujours en réaction avec la nouvelle connerie qui va nous tomber dessus. Ça fait des années que je cherche, est-ce qu'on peut pas trouver une façon de renverser la vapeur? Tu sais, je regarde des exemples, la Suisse qui ont des référendums décisionnels. Bon, est-ce qu'il serait pas possible de mettre une loi qui dise, ben si un projet dépasse telle ampleur, wow, il y aura consultation avant, au lieu qu'on se retrouve toujours à faire de la désobéissance civile, ce que j'ai fait aussi, avec ma part de manif. Et là, c'est un peu ça la réflexion que j'amène. Comment trouver une façon que le fardeau de la preuve soit renversé? J'ai rien contre l'implication citoyenne, j'en fais encore, puis j'en ferai encore, mais il faut qu'il y ait un outil juridique quelque part pour nous donner une chance, sinon on sera toujours des mois, des années, des décennies en retard sur les nouvelles niaiseries qui vont nous garrocher par la tête. Merci.